Étant jeune, je pensais que tout était réglé. J'ai dit, nos terres agricoles vont être protégées. Et on a dézoné l'équivalent de 40 fois l'île de Montréal depuis ce temps-là. Je me souviens, dans la région de Montréal, à l'île de Laval, on allait faire de l'autocueillette dans les années 67, lorsque je demeurais à Montréal. On allait faire de l'autocueillette de tomates. Aujourd'hui, c'est tous des bungalows. On se contente de bâtir dans les zones qui sont préurbaines, qui sont simplement en banlieue, si on veut, des villes. On développe selon une méthode qui est plus ou moins bien réfléchie, à savoir que qu'il y a une maison à un endroit, bien, on bâtit la suivante à l'endroit, peu importe si on ne tient pas compte de l'environnement qu'il y a autour, on ne tient pas compte du potentiel agricole des sols. Alors, je trouve ça un petit peu aberrant, en fait, la façon que c'est fait. Il aurait fallu qu'il y ait une loi sur le zonage agricole comme on a eu, mais qu'il y ait une loi aussi sur l'urbanisation, à savoir c'est quoi la densité de population qu'il doit avoir sur un territoire, qu'on ne se retrouve pas 30 ans, 40 ans plus tard avec des trous de beigne, avec des villes de Montréal et Québec qui se vident au complet et qu'on s'en va construire dans les champs en faisant un beigne autour de la ville. Il y a de plus en plus, il y a pas mal d'espoir avec le règlement, avec l'administration à la bombe qui semble être pas mal enclin à une densification au lieu d'un étalement urbain. Alors ça, bien, quand même, c'est intéressant. Par contre, c'est pas parfait. Il y a encore du dézonage qui se fait au profit du développement immobilier. Puis ça, c'est très regrettable, d'autant qu'on est dans un contexte de raréfication des terres agricoles. On est de plus en plus à la planète. Il y a de moins en moins de terres pour se nourrir. La hausse des rendements agricoles va suffire à nourrir tout le nouveau monde qu'il va avoir avec le peu de terre qui va rester? Malheureusement, en fait, les terrains qui sont à proximité des villes sont de plus en plus utilisés pour des développements, que ce soit immobiliers ou autres. Et on en a l'exemple ici à Québec avec les terrains des Sœurs, des fermes SMA, qui sont les dernières terres agricoles de Québec, que beaucoup de gens voudraient préserver pour avoir des lieux de démonstration, de jardinage, pour avoir des jardins communautaires en pleine terre, sur un bon sol qui n'est pas contaminé, qui est riche. Et malheureusement, c'est des terres qui risquent fort de disparaître. Je pense que maximiser l'utilisation locale fait que ton petit terrain où tu as ton jardin communautaire, le petit verger communautaire ou le verger local où on va s'approvisionner, fait en sorte que tu vas préserver et tu vas avoir une attention différente sur ces terrains-là. Bien, c'est sûr qu'une communauté durable, ça implique justement l'aspect respect de l'environnement puis de vivre un peu en égalité avec l'écosystème qui nous entoure. Là. Ça sonne peut-être granola un petit peu, là, mais en même temps, ce qui arrive, c'est qu'il faut réaliser que l'environnement qui nous entoure, c'est lui qui nous permet de vivre. C'est l'air qu'on respire, c'est l'eau qu'on boit, c'est la terre qui nous nourrit. En ville, comme ailleurs, le monde végétal égaye, amène une paix, une harmonie, on est bien quand on est entouré de végétaux. Il y a un sentiment de manquer quelque chose chez la plupart des gens qui vivent en ville. Ils ont besoin de verdure et s'ils ne l'ont pas en ville, ils vont devoir sortir et aller à la campagne pour aller la chercher. Alors pourquoi pas développer des concepts de construction ou de développement urbain avec la végétation qui va permettre aux gens d'être bien chez soi. Combien de gens qui sont pris dans des tours à bureaux et tout, puis se payent un voyage de pêche à quelques centaines de dollars juste pour se sentir en paix dans un lieu de villégiature et tout, on peut avoir ça en ville. Et je me dis, la vie, c'est cette symbiose-là entre peut-être la vie de ville, la densification qu'on nous projette dans le futur et de maintenir des endroits verts comme ici où on est capable de vivre, de respirer, d'avoir un moment de détente. Le développement immobilier de nos jours, évidemment, s'axe de plus en plus vers de la construction éco-énergétique, premièrement, et conserver le maximum d'espaces verts parce qu'il est reconnu que des espaces verts
permet de purifier l'air, permet de diminuer les îlots de chaleur aussi. Et c'est plus agréable de vivre dans des endroits où est-ce qu'il y a de la végétation. Mais pourquoi pas avoir une cour biodiversifiée avec toutes sortes de belles fleurs, des massifs, des couvre-sols. Et mieux que ça, c'est pour faire d'une pierre deux coups, pourquoi pas aller vers des végétaux qui vont en même temps se consommer? Des fines herbes, des légumes. Pour nous, l'agriculture urbaine, c'est vraiment une façon concrète de faire des projets en développement durable, avec les trois sphères du développement durable, l'environnement, l'économie et la société. Et vraiment, au niveau environnemental, avoir des jardins, par exemple, sur les toits ou dans des espaces minéralisés comme des stationnements, ça va permettre de réduire la température, de jouer contre les îlots de chaleur urbains. Ça va permettre de produire des aliments locaux, très locaux, qui sont mangés à quelques mètres, contrairement à la plupart des aliments qu'on consomme qui viennent de 2500 km. Alors, c'est évident que même si on est en milieu urbain, toujours dépendre de la campagne pour s'alimenter, c'est peut-être pas une meilleure solution parce qu'évidemment, ça nécessite du transport et tout ça. Donc, d'aller vers de la production locale, c'est possible de le faire aussi pour pouvoir produire des légumes ou des fruits dans un environnement urbain qui est conçu en conséquence. Si on n'a pas d'espace au sol, il y a possibilité de faire des jardins sur les toits des maisons aussi, ou les cabanons, ou peu importe, tous les espaces où on peut avoir du soleil. On peut créer même des murs végétalisés. On peut cultiver en pot, on peut cultiver en bac. Il y a des bacs exprès qui sont faits pour cultiver dedans, avec un système d'irrigation, tout ça, que tu peux mettre sur le bord de ta galerie, tout ça. Alors ça, ce sont des choses qu'on se doit d'encourager. On est à légiférer dans certains pays d'Europe pour avoir des couloirs de toiture verte. On n'est pas encore rendu là au Québec ni au Canada, mais on se rend compte que écologiquement, lorsque tu as plusieurs toitures vertes et qu'elles sont proches, puis qu'il y a un couloir de toiture verte, tout ce qu'il y a de pollinisation des plantes sur les toitures vertes se fait beaucoup mieux et tout. Alors, déjà sur un petit terrain de maison, ceux qui ont déjà des résidences, des choses comme ça, sont déjà capables de faire beaucoup là-dessus. Là. Je connaissais, non loin d'ici, une famille d'Italiens, les Novara, et ils s'autosuffisaient dans la cour arrière en tomates, en oignons, en échalotes et tout pour l'année au complet. Là. On dit que ça prend beaucoup de surface, mais c'est faux. C'est faux, ce principe-là. Il suffit de parcourir un peu la planète pour se rendre dans des pays qu'on appelait à l'époque des pays en voie de développement et de voir qu'une famille s'autosuffisait avec un très petit terrain. Alors, on est capable de on a toujours la dimension, nous autres Nord-Américains, de voir des grands champs, des immenses productions. Nous, les urbainculteurs, on souhaite vraiment transmettre les connaissances, que les gens se réapproprient, réapprennent les gestes du jardinage, parce qu'en 2 générations, c'est un savoir qui s'est beaucoup perdu. Et donc, notre souhait, c'est vraiment d'autonomiser les gens, de leur montrer qu'ils sont capables. C'est des beaux défis. C'est entre autres de bonifier tout le marché de proximité. On a des cultivateurs qui sont déjà autour de nous, on a déjà des terres qui sont des fois pas utilisées. Ça ne paraît pas, mais au jardin communautaire qu'il y a ici, on fournit bon nombre de familles qui s'autosuffisent en nourriture. Alors, des exemples comme ça peuvent être multipliés par l'agriculture urbaine sur notre territoire, et en commençant par consommer uniquement les produits locaux. Mais l'horticulture urbaine va se développer en fonction des demandes des citoyens, des citadins aussi. Tu sais, je veux dire, en quelque part, c'est l'offre puis la demande. Donc, il n'y aura pas personne qui va s'aventurer à partir d'une entreprise s'il n'y a pas de client qui est intéressé à ça. Les gens peuvent cueillir directement leurs produits ici, ils voient justement comment nous, on produit, comment ça fonctionne. On veut continuer à poursuivre ça d'une part, puis on est intéressé justement à développer le concept, disons, de fermier de famille, là, à savoir que la personne pourrait peut-être, comme ça se fait par exemple avec des paniers biologiques, pourrait commander d'avance avant la saison au printemps
tous les fruits et les légumes justement pour la saison. C'est prépayé. Alors c'est des concepts que nous on trouve intéressants, d'autant que de par notre situation géographique, on a vraiment un potentiel incroyable pour ça. Alors nous, ce qu'on veut dans le fond dans l'avenir, c'est préserver ces terres-là. Notre slogan, nous, c'est cultivons la ville. Alors moi, ce que je voudrais dire, c'est chacun faites-le, que ce soit à petite échelle, moyenne, grande. Vous allez vraiment y prendre goût parce que quand on cultive ne serait-ce qu'une salade sur son balcon, qu'on voit ça pousser de la graine jusqu'à la récolte, c'est quelque chose qui est merveilleux, qui nous émerveille et on est tous capables, on a tous le pouce vert et puis c'est aussi bien pour embellir nos villes que pour avoir un meilleur garde-manger, donc cultivons la ville.